Ma femme et sa sœur m'ont envoyé un message vocal Epsilon Alpha. Tu es viré de l'entreprise familiale. Attends un appel de notre avocat. Je n'ai pas protesté, j'ai juste répondu. Compris. Puis j'ai discrètement vendu mes 95% de parts. Étage 24 heures plus tard, 82 appels manqués. Ma femme et sa sœur me suppliaient de tout annuler. Tu sais, certains jours sont différents dès le réveil. Comme si l'air était un peu plus lourd ou que le goût de ton café avait un peu changé. Eh bien, ce mardi-là a commencé comme tous les mardis que j'avais connus ces 8 dernières années. Mon réveil a sonné à 5h47. Pas 5h45, ni 6h, mais 5h47, car cela me laissait juste le temps de prendre une douche, de prendre mon café noir habituel et d'aller chez le fournisseur sans me presser. J'ai toujours été précis sur le timing. Ça m'a bien servi en affaires. Et honnêtement, c'est probablement la seule raison pour laquelle j'ai survécu à ce qui a suivi. Le retour du quartier des entrepôts prit plus de temps que d'habitude. Un accrochage sur LI 285 avait bloqué la circulation sur des kilomètres, ce qui me laissa largement le temps de réfléchir aux chiffres trimestriels que je travaillais. Velgro et compagnie atteignaient à nouveau leurs objectifs, comme depuis 5 ans. Et ce n'était pas un hasard, remarquez. Chaque nuit passée à réorganiser les itinéraires de livraison. Chaque week-end, je faisais des sacrifices pour réparer leur système défaillant. Chaque fois, je nettoyais discrètement les dégâts des autres. Tout cela contribuait à ces belles marges bénéficiaires qui satisfaisaient tout le monde. Quand je me suis enfin garé dans notre allée à Buckhead, j'ai desserré ma cravate avant même de couper le moteur. C'est drôle comme un si petit geste peut donner l'impression d'enlever son armure. La maison était silencieuse. Rena était probablement encore à son cours de yoga, celui qu'elle suivait religieusement depuis que sa sœur Théa l'avait convaincue que c'était essentiel pour avoir une présence d'entreprise. J'ai enlevé mes chaussures de ville à la porte. Une chose qui motivait Rena, mais que j'avais commencé à faire de toute façon. Des petites révoltes, vous savez. Je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai entamé le rituel devenu sacré pour moi au fil des ans, préparer une vraie tasse de café. Pas la machine à expresso sophistiquée dont Rena avait insisté pour que nous ayons besoin, mais ma vieille cafetière à piston. Quelque chose dans ce processus réfléchi, mesurer exactement 4 cuillères à soupe de marque, chauffer l'eau à 200 degrés Celsius, chronométrer les 4 minutes d'infusion, m'a remotivé, m'a donné quelques minutes pour passer du chaos de la gestion des problèmes des autres à ce qui m'attendait à la maison. C'est là que je l'ai remarqué. Le petit voyant rouge de notre répondeur fixe clignotait. Un seul message. La plupart des gens s'envoient des SMS ou s'appellent eux-mêmes de nos jours. Du coup, un message vocal sur le téléphone fixe était inhabituel. J'ai failli l'ignorer. Probablement un autre appel automatisé pour prolonger la garantie de notre voiture ou une campagne politique demandant des dons. Mais quelque chose m'a poussé à m'approcher et à appuyer sur lecture. La machine a grésillé et j'ai entendu la voix de Rena, mais pas la voix chaleureuse et familière qui m'accueillait à mon retour après de longues journées. C'était différent. Professionnelle, froide, la voix qu'elle utilisait lors des réunions du conseil d'administration lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer de mauvaises nouvelles aux fournisseurs. Tu es sorti de l'entreprise familiale, Silu. Attends-toi à un appel de notre avocat. Je restais là, une tasse de café à mi-bouche, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Tu es sorti de l'entreprise familiale. L'entreprise que j'avais pratiquement reconstruite de toutes pièces. L'entreprise qui n'existerait pas sous sa forme actuelle sans les systèmes que j'avais mis en place, les relations que j'avais cultivées, les incendies que j'avais éteints discrètement et efficacement pendant près de 10 ans. Mais avant que je puisse vraiment saisir le message de Rena, une autre voix s'éleva. Théa. Bien sûr, c'était Théa. Sa voix était plus douce que celle de ses sœurs, mais il y avait quelque chose de profond. De la satisfaction, peut-être. Comme si elle avait attendu des années pour délivrer ce message particulier. C'est définitif. Nous te souhaitons le meilleur. Et puis le silence. La machine s'est éteinte et je me suis retrouvé planté dans ma cuisine, mon café à la main, les yeux fixés sur une lumière rouge clignotante qui venait de me délivrer l'équivalent d'une lettre de licenciement. Aucune explication, aucune discussion, aucune reconnaissance de tout ce que j'avais bâti, de tout ce que j'avais sacrifié, de tout ce que j'avais donné pour faire de l'entreprise familiale un héritage dont on pouvait se vanter lors des dîners de country club. Tu es viré et on te souhaite le meilleur. Comme si j'étais un employé saisonnier qu'on licenciait après la ruée des fêtes. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était parfait, fort,
chaud, exactement comme je l'aimais. Pour une raison inconnue, cette légère consistance me semblait importante à un moment où tout le reste venait de se dérober sous mes pieds. Je n'ai pas ressenti le besoin de rappeler immédiatement. Je n'ai pas ressenti le besoin de me précipiter au bureau pour exiger des explications. Je n'ai même pas ressenti de colère particulière, ce qui aurait probablement dû m'inquiéter davantage. Au contraire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la clarté. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon email et j'ai tapé une réponse. Pas à Rena. Elle avait clairement décidé que cette conversation était terminée avant même d'avoir commencé. J'ai répondu au fil de discussion qui incluait les deux sœurs, celui qu'elles avaient probablement utilisé pour organiser cette petite embuscade. Compris. Un mot. C'est tout ce qu'elle méritait. Après 8 ans de ma vie, après d'innombrables journées de 14 heures, après avoir construit quelque chose dont elles pouvaient être fières, un mot qui reconnaissait leur message sans leur donner la satisfaction de me voir me démener, supplier ou exiger des explications qu'elles n'avaient clairement pas l'intention de fournir. Après avoir cliqué sur « Envoyer », j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis resté complètement silencieux. J'ai éteint mon téléphone, fermé mon ordinateur portable et me suis assis dans ma cuisine avec mon café parfait, réfléchissant avec la précision qui avait fait ma valeur à leurs yeux au départ. Elles voulaient me voir partir, d'accord. Mais elles allaient bientôt apprendre la différence entre licencier un employé et licencier la personne qui comprenait vraiment comment tout fonctionnait. J'allais devenir très précis pour l'heure. Spécialisé dans ce qu'elle appelait des retraites de direction pour les professionnels épuisés. Apparemment, je n'étais pas le premier à décider que le succès dans les entreprises américaines ne valait pas le prix à payer pour gérer l'ego et les agendas des autres. La cabane était dotée de 40 acres de bois, d'une vue sur les montagnes Blue Ridge et de voisins qui mesuraient la distance en miles plutôt qu'en pieds. Pendant le premier mois, je n'ai absolument rien fait de productif. J'ai lu des livres qui n'avaient rien à voir avec la logistique ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai appris à identifier les oiseaux grâce à leurs cris. J'ai découvert que le café a un goût différent lorsqu'on le boit sur un porche plutôt que dans la circulation. Des petits plaisirs dont j'avais oublié l'existence pendant 8 ans de journées de travail de 14 heures et de gestion de crise constante. Mais finalement, mon téléphone s'est remis à sonner. Pas avec des appels désespérés de personnes dont les problèmes étaient devenus mes urgences, mais avec des demandes de renseignements de propriétaires d'entreprises qui avaient entendu dire qu'il y avait un gars dans les montagnes qui savait comment réparer les opérations en panne sans le drame et la politique qui accompagne habituellement le conseil en entreprise. C'est ainsi qu'est né Vegas Solutions. Non pas un business plan ambitieux ni une réponse stratégique aux opportunités du marché, mais un service simple pour ceux qui recherchaient la clarté plutôt que la complexité. Pas de site web tape à accent grave l'œil, pas de support marketing promettant des approches révolutionnaires pour la transformation des entreprises. Juste moi, un numéro de téléphone et la réputation de résoudre des problèmes que d'autres consultants ne pouvaient ou ne voulaient pas aborder. Mes clients ne sont pas le genre d'entreprise qui font la une des journaux ou remportent des prix. Ce sont des fabricants familiaux dont la croissance a dépassé leur système. Des distributeurs régionaux dont les fondateurs sont prêts à prendre leur retraite, mais dont les opérations dépendent trop fortement d'un savoir institutionnel jamais documenté. Des entreprises de logistique de taille moyenne dont le succès a engendré une complexité qu'elles ne savent pas gérer. Je les aide à construire les bases opérationnelles qui leur permettent de survivre aux transitions, aux pics de croissance et aux inévitables départs de personnes clés pour de meilleures opportunités. Je leur apprends à créer des systèmes qui fonctionnent même lorsque leur concepteur n'est pas là pour leur expliquer comment tout s'articule. Ce travail est plus satisfaisant que la gestion de Veigro & Company ne l'a jamais été. Lorsque je résous un problème pour ses clients, ils comprennent ce que j'ai fait et pourquoi c'est important. Lorsque je mets en place un nouveau système, ils sont impliqués dans le processus et capables de le maintenir après mon départ. Lorsque je présente des solutions, ils posent des questions pertinentes au lieu d'acquiescer poliment et d'ignorer mes recommandations. Rena m'envoie encore des emails de temps en temps. Des nouvelles de ses nouvelles entreprises, des invitations à des événements sectoriels où elle intervient, des articles mentionnant son travail de consultante en résilience, aidant les entreprises à se remettre de perturbations opérationnelles. Je ne les lis plus. Le texte d'aperçu suffit généralement à me dire tout ce que je dois savoir sur la façon dont elle a choisi de repenser notre histoire. Théa aurait déménagé en Californie pour se consacrer à des solutions d'emballage durable et au marketing sur les réseaux sociaux. Selon LinkedIn, elle est désormais stratège en innovation disruptive et travaille avec des startups qui souhaitent révolutionner les modèles économiques traditionnels grâce au capitalisme responsable. Je ne réponds pas à leurs messages,
car il n'y a plus rien à discuter. Ils m'ont appris la leçon la plus précieuse de ma vie professionnelle. Quand les gens vous montrent à quel point ils accordent peu d'importance à vos contributions, croyez-les immédiatement et agissez en conséquence. Le silence, ici, dans les montagnes, est sincère. Il ne promet pas plus qu'il ne peut tenir et ne s'attribue pas le mérite d'un travail qu'il n'a pas accompli. Montrez exactement ce qu'il venait de perdre. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Université Emory, automne 2016. Je préparais mon MBA, j'assistais à des cours de modélisation financière et à des séminaires de gestion de la chaîne logistique. Quand j'ai posé les yeux sur Renagro pour la première fois, impossible de la manquer, honnêtement. Pendant que nous étions tous penchés sur nos ordinateurs portables à la bibliothèque, elle tenait la cour dans la salle des étudiants, gesticulant follement tout en expliquant une grande théorie des affaires à qui voulait l'entendre. Sa voix portait sur 3 tables, si confiante et autoritaire qu'elle était appréciée ou détestée par les professeurs, selon qu'ils appréciaient ou non d'être mis au défi devant 30 autres étudiants. Moi, j'étais le gars au fond, prenant des notes méticuleuses, posant des questions précises et passant généralement inaperçues. J'avais appris très tôt qu'être la voix la plus forte de la salle ne signifiait pas forcément être la plus intelligente. Mais Rena, elle était à la fois bruyante et brillante, et cette combinaison était magnétique comme je ne l'avais jamais ressentie auparavant. Elle avait cette énergie qui vous donnait envie de participer à tout ce qu'elle construisait, même si vous n'en saviez pas encore tout à fait le sens. Nous avons fini par nous retrouver ensemble pour un projet semestriel sur l'efficacité opérationnelle dans les entreprises de logistique de taille moyenne. Pure coïncidence. Ou peut-être que le professeur a vu quelque chose que je n'avais pas vu. Quoi qu'il en soit, c'est là que j'ai découvert Veigro & Compagnie pour la première fois. L'entreprise familiale dont elle parlait avec cette fierté généralement réservée aux récits de guerre ou aux trophées de championnat. L'entreprise existait depuis l'époque de son grand-père, une petite entreprise de transport routier, devenue ce qu'elle appelait un fournisseur de solutions logistiques spécialisées. Ce que j'ai constaté en examinant leurs finances pour notre projet était tout autre. Veigro & Compagnie n'était pas une entreprise spécialisée. Elle survivait à peine. Leur trésorerie ressemblait à des montagnes russes conçues par quelqu'un qui nourrissait une profonde aversion pour la physique. Des marges bénéficiaires qui fluctuaient considérablement d'un trimestre à l'autre. Des taux de fidélisation clients à rendre un télévendeur nerveux. Et des systèmes opérationnels qui semblent avoir été conçus en lançant des fléchettes sur un tableau, les yeux bandés. Mais voilà ce qui se passe avec Rena, elle ne voyait pas le chaos. Elle voyait le potentiel. Et lorsque j'ai commencé à souligner les domaines précis où il perdait de l'argent, elle n'est pas devenue sur la défensive comme la plupart des gens. Elle s'est enthousiasmée. Elle a vu des solutions là où je voyais des problèmes. Et, d'une certaine manière, cela m'a donné envie de trouver encore plus de solutions. Notre projet a pris une ampleur que nous n'avions pas prévue. Au lieu de nous contenter d'analyser leurs inefficacités pour obtenir une note, nous avons commencé à les corriger concrètement. Je veillais jusqu'à 3 heures du matin à construire de nouveaux systèmes de gestion des stocks, et elle était juste à côté de moi pour appeler les fournisseurs et renégocier les contrats sur la base des données que je collectais. C'était le genre de collaboration rare. 2 approches complètement différentes de la résolution de problèmes qui, d'une manière ou d'une autre, s'assemblaient comme des pièces de puzzle. Lorsque nous avons présenté notre projet final, nous ne présentions pas que des améliorations théoriques. Nous présentions des résultats concrets. Une réduction de 23% des retards de livraison en 2 mois. Une amélioration de 31% des marges bénéficiaires sur leurs 3 plus gros clients. Des économies qui ont dépassé le chiffre d'affaires annuel de certaines entreprises. Notre professeur a qualifié cela d'application la plus concrète de la théorie des affaires qu'il ait vue en 15 ans d'enseignement. C'est alors que Marcus Vegero, le père de Rena, a demandé à me rencontrer. Marcus était de la vieille école, dans le meilleur sens du terme. Le genre d'homme qui croyait encore qu'une poignée de main signifiait quelque chose et qui pouvait vous dire exactement le kilométrage de chaque camion de sa flotte. Mais il était aussi assez intelligent pour savoir quand son entreprise avait besoin d'aide. Même si cette aide venait d'un étudiant diplômé que sa fille avait ramené de l'école de commerce. On voit des choses, m'a-t-il confié lors d'un dîner chez eux à Vinignes. La plupart des gens consultent des feuilles de calcul et voient des chiffres. On consulte des feuilles de calcul et on y voit des histoires. C'est une compétence rare. Il m'a proposé un poste sur le champ. Pas d'entretien formel, pas de service RH à gérer, juste une proposition directe. Venez travailler pour Veigro & Compagnie et aidez-les à se développer sans se ruiner. Mais c'est là que ça devient intéressant.
Il ne m'a pas proposé un poste d'analyste débutant, ni un poste de cadre junior. Il ne m'a offert ni salaire, ni avantages sociaux, ni même un véritable titre. Ce qu'il m'a proposé, c'était des actions, un petit pourcentage de participation, en échange de la résolution des problèmes fondamentaux qui les empêchaient de devenir l'entreprise qu'ils pouvaient être. Travaillez gratuitement la première année, m'a-t-il dit. Montrez-moi ce dont vous êtes vraiment capable et nous parlerons de la formalisation. La plupart des gens seraient partis. Bon sang, la plupart auraient dû partir en travaillant gratuitement, sans aucune garantie autre que la parole de Marcus. Cela ressemblait au genre d'accord qui se termine par une arnaque dans une entreprise familiale qui décide que le sang est plus fort que le talent. Mais j'ai vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. J'ai vu une entreprise avec une structure solide, de bonnes relations avec les fournisseurs, des clients fidèles qui reviennent malgré les difficultés opérationnelles, et une réputation de fiabilité bâtie au fil des décennies. Tout ce qu'il leur fallait, c'était quelqu'un pour organiser le chaos, rationaliser les processus et transformer leur potentiel en profit régulier. Alors, j'ai accepté. J'ai obtenu mon diplôme, je suis parti vivre à Atlanta à temps plein et j'ai commencé à me présenter chez Veigro & Company tous les matins à cette heure précise, prêt à m'attaquer à la crise qui m'attendait. Et il y avait toujours une crise qui m'attendait. Des livraisons disparues, des clients menaçant de changer de fournisseur, des stocks qui ne correspondaient pas au système informatique, des rapports financiers aussi compréhensibles qu'une langue étrangère. Pendant cette première année, j'ai travaillé sans salaire, sans titre officiel, sans même mon propre bureau. Assis à une table pliante dans un coin de l'entrepôt, j'ai reconstruit toute leur infrastructure opérationnelle de A à Z. J'ai créé des systèmes de suivi des expéditions, noué des relations avec de nouveaux fournisseurs, mis en place des processus de contrôle qualité efficaces et, petit à petit, j'ai transformé leur chaos en une véritable entreprise. Et tout le monde l'a remarqué. Les clients ont cessé de se plaindre. Les fournisseurs ont commencé à proposer de meilleures conditions. Les employés ont cessé de donner l'impression de s'occuper constamment des incendies et ont commencé à donner l'impression de savoir ce qu'ils font. Tout le monde l'a remarqué, sauf Théa. Elle souriait quand Marcus louait mon travail, hochait la tête d'un air approbateur quand les chiffres trimestriels montraient une amélioration constante et me complimentait même sur les nouveaux systèmes que j'avais mis en place. Mais ses sourires n'atteignaient jamais vraiment ses yeux et j'avais l'impression qu'elle voyait mon succès comme une perte pour l'héritage familial plutôt que comme un enrichissement. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Le problème avec les journées de 14 heures, c'est qu'au bout d'un moment, elles cessent de paraître anormales. Ce qui commence comme une gestion de crise temporaire devient votre nouvelle référence. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes toujours le premier arrivé au bureau et le dernier à partir. C'est devenu ma vie chez Veigro & Company. Non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que le travail l'exigeait, et j'étais apparemment le seul à voir tous les éléments en mouvement qui nécessitaient une attention constante. Pendant que Rena et Théa se faisaient connaître comme le duo de sœurs dynamiques qui révolutionnait la logistique, j'étais en coulisses, veillant à ce que leur révolution fonctionne réellement. Chaque matin, en arrivant, je trouvais mon bureau couvert de postes TS de l'équipe de nuit, de colis à réacheminer, de réclamations clients nécessitant une attention immédiate, de problèmes fournisseurs qui ne pouvaient attendre les heures normales de bureau. Lorsque les sœurs arrivaient vers 9h30 avec leur tasse à café assortie et leur tenue parfaitement coordonnée, j'avais déjà résolu une demi-douzaine de problèmes dont elles ignoraient l'existence. Au début, cela ne me dérangeait pas. Il y a quelque chose de gratifiant à être celui qui veille au bon fonctionnement de tout, même si personne ne remarque ses efforts. Lorsqu'une expédition importante a été retardée à cause d'une grève des dockers à Savannah, j'avais planifié des itinéraires alternatifs et des transporteurs de secours en attente avant même que quiconque ne se rende compte du problème. Lorsque nos plus gros fournisseurs ont soudainement augmenté leurs tarifs de 30%, j'avais déjà identifié 3 concurrents capables d'égaler leur qualité à des prix plus avantageux. Lorsque l'État a décidé de vérifier nos dossiers de conformité en matière de transport, j'avais tous les documents organisés, recoupés et prêts à être inspectés en moins de 6 heures. Je suis devenu celui qui réparait les choses avant qu'elles ne cassent, qui anticipait les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent et qui, d'une manière ou d'une autre, faisait paraître la logistique impossible de la gestion d'une entreprise complexe si simple. L'ironie ne m'a pas échappé. Plus je progressais dans mon travail, plus mes contributions devenaient invisibles. Réussir dans les opérations, c'est comme être un très bon arbitre sportif. Quand on fait tout bien, personne ne remarque notre présence. Pendant ce temps, Rena et Théa devenaient les visages de Veigro & Company d'une manière qui aurait rendu leur grand-père fier, voire totalement à l'aise.
Les magazines spécialisés ont commencé à les présenter dans des articles sur les femmes qui brisent les barrières dans des secteurs dominés par les hommes. Elles ont été invitées à intervenir lors de conférences sur la logistique, de tables rondes sur le leadership en entreprise et d'événements de réseautage où des entrepreneurs à succès partageaient leurs secrets avec des entrepreneurs en herbe. Leurs profils LinkedIn ont commencé à accumuler ces petites coches bleues qui signifiaient qu'ils étaient officiellement suffisamment importants pour être vérifiés, et ils étaient doués pour ça. Je leur accorde ça. Rena avait cette façon d'expliquer les concepts complexes de la chaîne d'approvisionnement qui les rendait à la fois sophistiqués et accessibles. Elle pouvait s'adresser à une salle remplie de clients potentiels et leur faire comprendre que s'associer à Veil-Gros & Company n'était pas seulement une décision commerciale. C'était rejoindre un héritage familial qui valorisait à la fois l'innovation et la fiabilité. Son approche était plus fluide et plus soignée. Elle se spécialisait dans les présentations financières, celles qui illustraient une croissance constante et une progression des parts de marché, toujours délivrées avec cette assurance qui incitait les investisseurs à sortir leur chéquier. Ils revenaient de ces événements revigorés et pleins d'idées nouvelles, prêts à mettre en œuvre les dernières tendances du secteur qu'ils avaient découvertes auprès d'autres entreprises prospères. Certaines de leurs idées étaient vraiment brillantes, comme le système de portail client permettant aux clients de suivre leurs expéditions en temps réel, que j'ai passé 3 mois à développer et à mettre en œuvre. D'autres étaient moins pratiques, comme le projet de repositionner l'entreprise autour de solutions logistiques durables sans modifier nos pratiques environnementales, que j'ai discrètement abandonné après avoir calculé son coût par rapport à ses résultats réels. Mais voici ce qui a commencé à me perturber, les histoires qu'il racontait lors de ces événements n'étaient pas tout à fait exactes. Ce n'était pas une inexactitude malveillante, mais le genre de récit simplifié qui donne de meilleures présentations que la vérité. Dans leur version de la réussite de Veil-Gros & Company, ils étaient les dirigeants visionnaires qui avaient transformé l'entreprise de transport de leur grand-père en une puissance logistique moderne grâce à une réflexion innovante et à des partenariats stratégiques. Les améliorations opérationnelles, la refonte des systèmes et la gestion des relations ont véritablement stimulé notre croissance. Tout cela s'est résumé à de vagues allusions au dévouement de notre équipe ou à nos approches de leadership collaboratif. J'ai d'abord remarqué, lorsque Rena est revenue d'une conférence à Chicago, enthousiasmée par l'accueil favorable réservé à sa présentation, qu'elle l'avait intitulée « Construire aujourd'hui la logistique de demain ». Et selon elle, le public avait été fasciné par la façon dont ils avaient révolutionné la gestion traditionnelle de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'intégration technologique et à des solutions axées sur le client. Lorsque j'ai demandé à voir les diapositives, j'ai réalisé que tout ce qu'elle présentait, au fur et à mesure de notre mise en œuvre ou de notre stratégie, impliquait des systèmes et des processus que j'avais développés, souvent seul au bureau, longtemps après le départ de tous. Elle ne s'attribuait pas délibérément le mérite de mon travail. C'était plutôt comme si mes contributions étaient devenues tellement intégrées au succès de l'entreprise qu'elles avaient cessé d'être perçues comme des réalisations distinctes. J'étais devenu un élément de l'infrastructure aussi essentiel et discret que les fils électriques. Les réunions du conseil d'administration ont également évolué. Ce qui était autrefois des discussions collaboratives sur la stratégie et la croissance est devenu des présentations où Rena était à exposer leur vision de l'avenir de l'entreprise, et où je devais trouver comment la concrétiser et la rentabiliser. Lorsqu'ils ont décidé que nous devions nous développer dans la logistique pharmaceutique, j'ai passé des mois à étudier la réglementation, à développer des protocoles spécialisés et à nouer des relations avec les responsables de la conformité. Lorsqu'ils ont annoncé le lancement de services de livraison le jour même sur 3 marchés majeurs, j'ai repensé tout notre système d'acheminement et négocié des contrats avec des réseaux professionnels locaux. Mais de plus en plus, ces réunions se déroulaient sans moi. J'étais informé des décisions stratégiques majeures par le biais de résumés par email ou de simples mentions dans les conversations. Les revues budgétaires trimestrielles que je dirigeais sont devenues des présentations où FI a expliqué les projections financières à partir de feuilles de calcul que j'avais créées, mais adaptées de manière qui n'était pas toujours pertinente d'un point de vue opérationnel. Le moment le plus révélateur s'est produit lors d'une séance de planification de ce qu'ils ont appelé Veil-Gros 2.0, leur vision d'expansion sur de nouveaux marchés et de nouvelles offres de services. J'avais préparé une analyse détaillée des besoins en capacité, des investissements en infrastructures et des échéanciers de croissance réalistes. Mais lorsque j'ai tenté de présenter mes conclusions, Théa m'a interrompu pour me dire qu'il s'était déjà engagé à atteindre des objectifs d'expansion ambitieux dans 3 grandes villes, sur la base d'une étude de marché qui, curieusement, n'avait pas inclus la contribution de la personne qui comprenait réellement nos capacités opérationnelles. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais ni oublié ni négligé. J'étais systématiquement exclu des décisions concernant l'entreprise que j'avais contribué à bâtir, alors qu'on attendait de moi que ces décisions fonctionnent, qu'elles soient ou non fondées sur la réalité.
Je ne les ai pas confrontés à ce sujet. Je n'ai pas exigé d'explications ni insisté pour être inclus dans la planification stratégique. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais toujours fait, j'ai pris des notes, tenu des registres détaillés et continué à faire le travail qui assurait le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais j'ai aussi commencé à prêter une attention accrue à des choses que je tenais auparavant pour acquises, comme la répartition exacte du pourcentage de propriété de l'entreprise et les droits qui en découlaient. Après la fin de la lecture de ce message vocal, quelque chose d'intéressant s'est produit dans mon cerveau. La plupart des gens, pris de court comme ça, paniquent aussitôt, appellent tous leurs proches, exigent des explications et prennent des décisions émotionnelles qu'ils regretteront plus tard. Moi. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti un classeur à 3 anneaux que je conservais depuis des années sans vraiment réfléchir. Ce classeur était intitulé « Documents financiers de VGC », de ma propre écriture, et contenait des informations que la plupart des employés ne conservent pas. Des copies de toutes les transactions financières que j'avais effectuées pour le compte de Velgro & Company. Des virements bancaires lorsque la trésorerie était serrée et qu'il fallait payer les salaires. Des garanties de prêts personnels que j'avais signées lorsque nous avions besoin de crédit pour agrandir notre flotte. Des achats de matériel que j'avais effectués avec mon propre crédit lorsque celui de l'entreprise était au maximum. Même des reçus de dîners d'affaires et de divertissement clients que j'avais payés de ma poche, car c'était plus facile que d'attendre les approbations de remboursement. Voyez-vous, quand on gère les opérations quotidiennes, on finit par combler de nombreuses lacunes qui apparaissent dans les états financiers sous forme de dépenses diverses ou qui sont noyées dans les résumés trimestriels. Mais j'ai tout enregistré, non pas par anticipation d'une bataille juridique, mais parce que je suis du genre à tenir des registres. C'est comme ça que je fonctionne. En feuilletant page après page les relevés bancaires, les chèques annulés et les confirmations de virement, je me suis mis à faire des calculs de tête. Quand nous avions besoin de 180 000 $ pour couvrir un paiement fournisseur qui ne pouvait pas attendre le retard de paiement d'un client, je les ai fournis. Quand notre compagnie d'assurance a exigé un acompte de 75 000 $ pour maintenir la couverture de notre flotte après l'accident de Birmingham, je l'ai pris en charge. Quand nous avons eu l'opportunité de racheter un concurrent plus petit, mais que nous avons dû agir vite avant qu'il n'accepte une autre offre, j'ai personnellement garanti le prêt d'acquisition de 220 000 $. Au total, au cours des 8 dernières années, j'avais investi un peu plus de 800 000 $ de mon propre argent pour maintenir Velgro & Company en activité pendant les périodes difficiles. Il ne s'agissait pas de prêts à l'entreprise, mais de véritables investissements, documentés comme des apports en capital, qui augmentaient ma participation. Chaque dollar avait été correctement comptabilisé, approuvé par Marcus avant son départ à la retraite et déposé auprès de notre avocat. Le plus beau dans tout ça, c'est que rien n'avait jamais été remboursé, car tout avait été converti en actions. Chaque fois que j'avais sauvé la mise, ma participation avait augmenté. Ce qui avait commencé comme une petite participation que Marcus m'avait donnée pour ma première année de travail bénévole avait considérablement augmenté chaque fois que j'avais fait un chèque pour financer l'entreprise. J'ai sorti ma calculatrice, la vieille calculatrice qui imprime des reçus parce que je suis paranoïaque à l'idée d'avoir des copies papier de calculs importants, et j'ai commencé à additionner mes capitaux propres. Les chiffres étaient encore meilleurs que dans mes souvenirs, 95%. Je possède 95% de Velgro & Company, Rena et Théa se partageant. Les 5% restants. Marcus avait insisté sur cet arrangement lorsqu'il avait démissionné il y a 3 ans. Vous avez fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui, m'a-t-il dit lors de la réunion de transfert de propriété. Rena et Théa sont des femmes intelligentes, mais elles sont plus douées pour vendre le rêve que pour le concrétiser. Vous l'avez mérité. Les sœurs étaient présentes lorsqu'il a prononcé ces mots. Elles ont souri, hoché la tête et m'ont félicité comme si c'était exactement ce qu'elles souhaitaient. À l'époque, j'avais pensé que leur aimable acceptation signifiait que nous étions tous sur la même longueur d'onde quant à la façon dont l'entreprise devait évoluer. Apparemment, je me trompais. J'ai fermé le classeur et pris mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais confiance pour gérer la suite, Mara Ben. Nous nous étions rencontrés pendant mon MBA, où elle préparait son double diplôme JD et MBA, tandis que je me concentrais uniquement sur les affaires. Après l'obtention de son diplôme, elle s'était orientée vers le droit des sociétés, se spécialisant dans les acquisitions d'entreprises et les litiges entre associés. Plus important encore, elle était l'une des rares personnes que je connaissais à comprendre la différence entre avoir techniquement raison et être stratégiquement intelligent. Silumara a répondu sur le deuxième sonnerie. C'est inattendu. D'habitude, tu ne m'appelles que quand on essaie de t'arnaquer. C'est drôle que tu mentionnes ça, dis-je.
J'ai une minute pour écouter quelque chose. Je lui ai fait écouter le message. La ligne est restée silencieuse pendant environ 30 secondes après la fin. Ils t'ont laissé un message, a-t-elle finalement demandé. Pour te virer d'une entreprise que tu possèdes. J'ai confirmé 95%. Bon sang, Silu, dis-moi que tu as les documents pour cette participation. 3 classeurs à anneaux, et ils ne savent pas combien tu possèdes réellement. Je ne pense pas qu'ils aient regardé les documents de l'entreprise depuis que Marcus a démissionné. Ils ont été trop occupés à jouer les PDG pour les caméras. Mara était de nouveau silencieuse, mais je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau d'avocate. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix était passée en ce que j'appelais son mode prédateur. Calme, précise et absolument impitoyable. Voilà ce qui va se passer, a-t-elle dit. On va traiter ça exactement comme ils nous l'ont demandé. Ils veulent que tu quittes l'entreprise familiale. Très bien. Nous organiserons votre sortie complète, mais nous le ferons correctement, en tenant compte de la juste valeur marchande de votre participation. Autrement dit, quelqu'un devra vous racheter à 95% de la valeur de Veil-Gros & Company. Et d'après les rapports financiers que vous m'envoyez depuis des années, ce sera une somme considérable. Et s'ils n'en ont pas les moyens, ils devront trouver quelqu'un qui le pourra. J'ai 3 sociétés de capital investissement en numérotation rapide, spécialisées dans les acquisitions logistiques. Vous voulez que je passe des appels? J'y ai réfléchi le temps qu'il m'a fallu pour me souvenir de la suffisance dans la voix de Théa lorsqu'elle a prononcé son discours. C'est la dernière ligne. Passez les appels, ai-je dit. Ils ne verront pas ça venir, m'a prévenu Mara. Bien, ai-je répondu. Ils voulaient que je sois discret et précis. Je vais leur montrer exactement à quoi ça ressemble. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de travail chez Veil-Gros & Company. Je suis resté à la maison. Je n'ai pas appelé pour dire que j'étais malade, je n'ai envoyé aucun email pour expliquer mon absence, je n'ai pas tenté de me décharger de mes responsabilités. Je ne me suis tout simplement pas présenté. À 10 heures, mon téléphone sonnait sans arrêt. À midi, j'avais 17 SMS non lus. À 14 heures, quelqu'un était apparemment passé devant chez moi pour vérifier si ma voiture était garée dans l'allée. J'ai tout ignoré. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à organiser mes documents, à tout numériser et à me préparer à ce que Mara m'avait prévenu comme étant la leçon de gestion d'entreprise la plus coûteuse que ces femmes aient jamais reçue. Elles voulaient me faire partir. Elles étaient sur le point d'obtenir exactement ce qu'elles demandaient. Mara ne plaisantait pas lorsqu'elle disait avoir des relations. Moins de 6 heures après notre appel, ma boîte de réception contenait 3 propositions d'acquisition préliminaire de sociétés dont je n'avais entendu parler que dans des articles du Wall Street Journal. Mais un nom m'a immédiatement frappé, Strathmore Capital. Ce n'était pas le genre d'entreprise qui rachetait des entreprises en difficulté dans l'espoir de les redresser. Elle se spécialisait dans l'acquisition de sociétés rentables. Des entreprises aux fondamentaux solides, qui tiraient le maximum d'argent possible pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Autrement dit, ils étaient exactement comme moi. Mais avec des ressources illimitées et un attachement dénué de toute préoccupation pour la préservation des sentiments de qui que ce soit, l'équipe de Strathmore a agi plus vite que je n'avais jamais vu une entreprise fonctionner. Jeudi matin, ils avaient déjà extrait les rapports de Veil-Gros & Company, examiné les contrats de nos clients et réussi à mettre la main sur 3 années d'état financier dont j'étais presque sûr que Rena et Théa ignoraient l'existence. Leur offre préliminaire est arrivée par courriel crypté à 14h47, et le montant m'a fait poser ma tasse de café pour vérifier que je la lisais correctement. Ils offraient 12,3 millions de dollars pour ma participation de 95% en espèces, avec un délai de clôture de 30 jours. Pour rappel, c'était environ 4 fois la valeur que j'avais estimée de l'entreprise sur la base de notre chiffre d'affaires annuel. Mais les analystes de Strathmore avaient apparemment décelé un élément dans nos indicateurs d'efficacité opérationnelle et nos taux de fidélisation de la clientèle qui suggérait que l'entreprise était nettement sous-évaluée. Selon leur évaluation, Veil-Gros et l'entreprise disposaient de l'infrastructure et des relations nécessaires pour gérer 3 fois notre volume actuel sans investissement majeur. Nous n'avons simplement jamais poursuivi de croissance agressive, trop occupés à maintenir le statu quo. L'ironie était savoureuse. J'avais passé toutes ces années à construire des systèmes évolutifs, à développer des processus redondants et à entretenir des relations avec des fournisseurs de secours, au cas où. J'avais accidentellement créé exactement le genre d'activité que les sociétés de capital investissement rêvent d'acquérir. Mara m'a appelé ce soir-là pour me donner des nouvelles qui ont rendu la situation encore plus surréaliste.
Ils veulent aller vite, a-t-elle dit, incroyablement vite. Strapor a déjà obtenu son financement et est prêt à renoncer à la période d'inspection standard si nous pouvons garantir l'exactitude de tous vos documents. C'est le cas, ai-je dit. Je sais que c'est le cas. Vous êtes le gestionnaire de dossier le plus maniaque que j'ai jamais rencontré. Mais voilà le problème, ils ont tellement confiance en votre organisation opérationnelle qu'ils offrent une prime pour une clôture rapide. Ils veulent conclure l'affaire avant que quiconque ne réalise ce qu'ils achètent. Quelqu'un d'autre? Je voulais dire Rena et FIA. Plus précisément, je voulais dire Rena et FIA. Une fois cette vente terminée. Passe, ils détiendront 5% d'une entreprise qui n'est plus contrôlée par la famille. Et selon le pacte d'actionnaires que vous m'avez montré, les parties prenantes minoritaires ont des droits très limités en matière de décisions opérationnelles. J'y ai réfléchi un instant. Il s'agirait donc essentiellement d'employés de celui qui achète ma participation, d'employés, de consultants, ou complètement exclus, selon ce que décident les nouveaux propriétaires. Mais certainement pas les décideurs. La beauté de la situation devenait plus claire d'heure en heure. En essayant de m'expulser via un message vocal, ils avaient accidentellement déclenché un processus qui les expulserait complètement. Et comme je possède une majorité écrasante de l'entreprise, je pourrais procéder à la vente sans leur approbation, leur contribution ou même leur préavis. Combien de temps avant qu'ils le découvrent? Ai-je demandé. Légalement, nous devons informer tous les actionnaires de tout projet de vente. Mais comme cela se produit très vite et que vous vendez techniquement à un tiers plutôt que de dissoudre l'entreprise, nous pouvons attendre que les contrats soient signés pour envoyer une notification, ce qui signifie qu'ils connaîtront la vente environ 5 minutes avant qu'elle ne devienne définitive et irréversible. J'ai dit à Mara de aller de l'avant avec l'offre de Strathmore. Le processus de diligence raisonnable était comme regarder une équipe de jury comptable effectuer une opération chirurgicale. Les gens de Strathmore ont examiné 8 années de dossiers financiers avec le genre de minutie qui aurait impressionné l'IRS. Ils ont vérifié chaque contrat client, confirmé chaque relation avec les fournisseurs et analysé toutes les mesures opérationnelles que j'avais suivies. Ils ont même interviewé discrètement certains de nos principaux clients dans le cadre de ce qu'ils appellent des études de marché sur d'éventuelles opportunités de partenariat. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé leurs attentes. Non seulement nos données financières étaient exactement telles que je les avais représentées, mais nos scores de satisfaction de la clientèle étaient supérieurs aux moyennes du secteur, nos coûts opérationnels étaient inférieurs à ceux d'entreprises comparables et notre potentiel de croissance était considérablement supérieur à ce que suggéraient nos performances actuelles. Le mardi suivant, ils avaient terminé leur analyse et étaient prêts à clôturer. J'ai passé cette matinée dans le bureau de Mara à signer des documents qui transféreraient la propriété de tout ce que j'avais construit au cours des 8 dernières années. Accord de transfert d'actions, documents de licenciement, renonciation à la non-concurrence et environ 30 autres documents juridiques qui ont essentiellement rompu mes liens avec Veil-Gros et compagnie Forever. Le virement bancaire a touché mon compte à 14h23 12,3 millions de dollars moins les frais de Mara et divers frais de transaction, mais toujours plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir d'un coup. À 14h24, Mara a envoyé les courriels de notification requis aux actionnaires Arena et TA, les informant que Veil-Gros & compagnie avait été acquise par Strathmore Capital, avec effet immédiat. Mon téléphone a commencé à sonner à 14h26. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis dans le bureau de Mara et j'ai regardé le compteur d'appels sur mon téléphone grimper régulièrement. Un appel, puis 5, puis 10. Vers 15h. J'ai eu 23 appels manqués et ma messagerie vocale était pleine. Tu pourrais vouloir l'éteindre, suggéra Mara en désignant mon téléphone. Pas encore, dis-je. Je veux voir jusqu'où ce chiffre va monter. À 16h, j'avais 47 appels manqués. Les messages textes affluaient plus vite que je ne pouvais les compter, allant du confus, que se passe-t-il? À en colère, appelez-moi immédiatement pour paniquer. Nous devons résoudre ce problème. À 17h, j'ai finalement éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pour la première fois en 8 ans, je me suis couché en sachant que quels que soient les problèmes qui existaient dans l'entreprise que j'avais bâtie, ce n'étaient plus mes problèmes à résoudre. Quelqu'un d'autre pouvait s'occuper des retards de livraison, des plaintes des fournisseurs, des problèmes de personnel et de toutes les autres petites crises quotidiennes qui avaient dévoré ma vie pendant près d'une décennie. J'étais officiellement hors service. L'entreprise familiale, exactement comme il l'avait demandé. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 82 appels manqués et une boîte vocale si pleine que les nouveaux messages étaient rejetés.
Mais je n'avais pas besoin d'entendre des explications, des excuses ou des tentatives désespérées pour annuler ce qu'ils avaient mis en place. J'étais intéressé de voir ce qui se passait lorsqu'une entreprise qui fonctionnait bien perdait soudainement la personne qui l'avait fait fonctionner. Période de transition. Le lendemain de l'acquisition. Fermé, ils avaient une équipe d'analystes sur place chez Veigro & Company pour mener ce qu'ils appelaient poliment une évaluation opérationnelle. Mais ce que quiconque doté d'un demi-cerveau pouvait voir, c'était un audit à grande échelle de tout ce qui s'était passé pendant que la famille pensait diriger le spectacle. Je n'étais évidemment pas là pour en être témoin, mais j'avais des amis dans toute l'entreprise qui me tenaient au courant du chaos qui se déroulait. D'après Sarah de la comptabilité, l'équipe de Strathmore est arrivée à cette heure précise. 3 gars en costume bleu marine identique portant des ordinateurs portables et le genre de politesse professionnelle qui rend tout le monde nerveux. Ils s'étaient présentés à celui qui avait eu la malchance d'être là plus tôt, avaient expliqué qu'ils étaient le nouveau groupe de propriétaires et avaient immédiatement commencé à demander accès aux dossiers financiers, aux contrats des fournisseurs et aux rapports opérationnels. La première chose qu'ils ont faite a été de suspendre toutes les dépenses discrétionnaires en attendant leur examen. Chaque bon de commande supérieur à $500 nécessitait désormais l'approbation de leur équipe de direction intérimaire. Chaque contrat de fournisseur a été marqué pour être renégocié. Chaque dépense récurrente a été remise en question et catégorisée soit comme essentielle au fonctionnement, soit sujette à élimination. Cela peut sembler standard réduction des coûts des entreprises, mais voici ce qui a rendu cette décision particulièrement brutale. Rena et Théa dépensaient de l'argent comme si elles dirigeaient une entreprise de style de vie plutôt qu'une entreprise de logistique. Les compositions florales mensuelles pour le hall ont disparu. Les déjeuners de travail avec traiteurs qui avaient lieu 2 fois par semaine ont été annulés. L'adhésion de l'entreprise au country club que personne sauf Théa n'a jamais utilisé a pris fin immédiatement. Mais le véritable choc est survenu lorsque Strathmore a commencé à se pencher sur ce qu'ils appellent la rémunération et les avantages sociaux des dirigeants. Vous voyez, alors que je travaillais 14 heures par jour et réinvestissais mon propre argent pour maintenir l'entreprise opérationnelle, les sœurs se payaient des salaires qui étaient à peu près le double de ce que gagnaient des cadres comparables dans des entreprises similaires, plus des primes et des comptes de dépenses qui comprenaient tout, des dîners de développement commercial dans des restaurants 5 étoiles aux voyages de recherche industrielle qui ressemblaient étrangement à des vacances. Les déplacements trimestriels de Rena aux conférences logistiques à Milan et Barcelone ont été signalés comme excessifs et injustifiés. L'habitude de Théa de facturer les vols de première classe et les séjours dans des hôtels de luxe à l'entreprise pour ce qu'elle appelle l'établissement de relations avec des clients potentiels a été immédiatement suspendue en attendant la documentation des résultats commerciaux réels. Les paiements de location BMW qui avaient été d'une manière ou d'une autre classés comme véhicules de société alors qu'ils étaient garés dans leurs allées personnelles, transférés sous la responsabilité personnelle avec effet immédiat. En une semaine, Strathmore avait identifié plus de $200 000 de dépenses annuelles qui ne pouvaient être justifiées comme des coûts professionnels nécessaires. Mais ce n'était que le début de leur problème. L'audit opérationnel a révélé quelque chose d'encore plus dommageable. Sans moi pour tout coordonner, les fonctions quotidiennes de l'entreprise s'effondraient plus rapidement que prévu. Les expéditions qui auraient dû être acheminées via nos transporteurs les plus rentables étaient traitées par des fournisseurs de secours coûteux, car personne ne savait quel fournisseur offrait les meilleurs tarifs pour différents types de marchandises. Les demandes de service client que j'avais l'habitude de résoudre en quelques heures prenaient désormais des jours car la personne qui s'occupait de ces relations, moi, n'était plus disponible pour expliquer les exigences spécifiques de chaque client. 3 de nos plus gros comptes ont appelé au cours de la première semaine pour se plaindre de retard de livraison et d'une mauvaise communication. 2 d'entre eux ont menacé de se tourner vers des concurrents si les niveaux de service ne s'amélioraient pas immédiatement. L'un d'eux a effectivement changé, confiant son contrat annuel de $180 000 à une entreprise capable de garantir la fiabilité. Ils s'étaient habitués lorsque je gérais personnellement leur compte. Mais la véritable catastrophe est survenue quand quelqu'un du service marketing. Je suis presque sûr que c'était Jenny, qui s'était toujours méfié de certaines relations avec les fournisseurs de Théa, qui a envoyé un email anonyme à l'équipe de direction de Strathmore. L'email contenait des copies de factures d'une société appelée Meridian Consulting Solutions qui facturait Veigro & Company pour $8 000 par mois à Strat. Voici le problème avec Meridian Consulting Solutions. Il s'agissait d'une société écran appartenant aux colocataires de Théa, qui n'avait aucune expérience en logistique, aucune qualification pertinente et aucune fonction apparente, sauf celle d'encaisser des chèques pour un travail qui n'était jamais clairement défini. L'email comprenait des copies des contrats, qui étaient suffisamment vagues pour ne signifier pratiquement rien,
et des relevés bancaires montrant que les paiements avaient été approuvés personnellement par TA sans aucune surveillance ni documentation des services réels fournis. Lorsque les enquêteurs de Strathmore ont commencé à tirer ce fil, ils ont découvert 2 autres arrangements similaires. Un contrat de conseil en technologie avec une entreprise qui s'est avérée appartenir à l'ancien petit ami de Rena, qui avait été payé 120 000 $ sur 18 mois pour évaluer des solutions logicielles, malgré le fait que toutes nos mises à niveau technologique réel avaient été mises en œuvre par moi à l'aide de systèmes que j'avais recherchés et sélectionnés personnellement. Dans un contrat d'étude de marché avec une entreprise qui n'existait que sur papier, mais qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à facturer 45 000 $ pour des rapports d'analyse concurrentielle que personne ne pouvait trouver dans les dossiers de l'entreprise. L'équipe de Strathmore a été minutieuse, professionnelle et absolument impitoyable dans la documentation de ce qu'elle a trouvé. Chaque dépense douteuse était cataloguée. Chaque contrat suspect était signalé. Et chaque écart par rapport aux pratiques commerciales standards était noté dans des rapports qui se lisaient comme un dossier de procureur. 2 semaines après l'acquisition, les chefs de département ont commencé à démissionner. Le directeur des opérations, qui avait eu du mal à combler le vide que j'avais laissé, a accepté un poste dans une autre entreprise plutôt que d'essayer d'expliquer aux nouveaux propriétaires pourquoi la productivité avait chuté de 30% depuis la transition. La responsable du service client, qui recevait des appels de plus en plus mécontents de clients confrontés à des retards de livraison, a décidé que mettre à jour son CV était une meilleure utilisation du temps que d'apprendre de nouveaux systèmes sous une direction hostile. Le plus révélateur est que Marcus Velgro, qui était resté en grande partie à l'écart des activités de l'entreprise depuis sa retraite, a appelé personnellement le PDG de Strathmore pour s'excuser de ce qu'il a appelé l'écart de la direction actuelle des pratiques commerciales qui ont bâti la réputation de cette entreprise. Selon les rumeurs, il aurait proposé de sortir temporairement de sa retraite pour aider à stabiliser les opérations. Une offre que Strathmore a poliment déclinée tout en soulignant qu'ils appréciaient son souci du bien-être de l'entreprise. Les fondations que j'avais bâties pendant 8 ans s'effondraient. Non pas parce que Strathmore le détruisait, mais parce que ceux qui s'attribuaient le mérite de sa construction n'avaient jamais réellement compris comment il fonctionnait. Ils avaient été le visage d'une opération réussie sans en être le cerveau. Et maintenant que le cerveau avait disparu, toutes leurs compétences en relations publiques et leur personnalité favorable aux médias ne pouvaient plus faire fonctionner la machine. Je n'orchestrais rien de tout ce chaos. Je ne sabotais rien, je n'encourageais personne à démissionner et je ne fournissais pas d'informations aux enquêteurs. J'étais juste parti. Et apparemment, c'était suffisant. 3e semaine après la vente, mon téléphone avait finalement cessé de sonner constamment. Le compteur d'appels manqués avait arrêté de grimper quelque part autour de 137, et les SMS désespérés étaient passés d'un flot à un filet. J'avais commencé à penser que peut-être Rena et Fia avaient finalement accepté la réalité de leur situation et étaient passés à autre chose après avoir vu votre héritage familial être démantelé par des experts en efficacité d'entreprise. J'avais tort. L'appel est arrivé à 20h23. Un jeudi alors que j'étais assis sur ma terrasse arrière, dégustant un bourbon et regardant le coucher du soleil. J'avais pris l'habitude d'éteindre mon téléphone pendant la journée et de consulter mes messages uniquement le soir, principalement parce qu'entendre des notifications constantes commençait à ressembler à une guerre psychologique. Lorsque je l'ai rallumé cette nuit-là, il a immédiatement commencé à sonner avec un appel entrant. Le nom de Rena apparut à l'écran. Appelez le numéro 83, d'après mes calculs. Je l'ai presque laissé aller à la messagerie vocale comme tous les autres. Mais quelque chose dans la persistance, le refus obstiné d'accepter que je n'allais pas répondre m'a rendu curieux. Après 3 semaines de silence radio de ma part, qu'est-ce qui pourrait bien être si important qu'elle soit toujours essayée? J'ai répondu à la 5e sonnerie, « Bonjour, Rena ». Le silence qui suivit dura suffisamment longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente de celle que je l'avais jamais entendue. Pas le ton confiant et autoritaire qu'elle utilisait lors des réunions d'affaires, ni la voix chaleureuse et familière de nos premiers jours ensemble. C'était plus petit, plus fragile, comme quelqu'un qui avait pleuré et essayait de tenir le coup assez longtemps pour avoir une conversation. « Silu », dit-elle, et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration. « Merci d'avoir répondu. »« De rien. » Une autre pause. J'entendais un bruit de fond. La circulation peut-être, ou le vent. Elle appelait probablement depuis sa voiture, ce qui signifiait qu'elle conduisait partout pour essayer de trouver le courage de passer cet appel. L'image aurait été presque drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Nous devons parler, a-t-elle poursuivi, de ce qui s'est passé, de la façon dont nous pouvons résoudre ce problème.
Réparer quoi exactement? Vous savez quoi? La vente, Strathmore, tout ce qui s'est passé depuis votre départ. C'était une façon intéressante de décrire votre licenciement via ce qui a suivi était un monologue qui semblait avoir été répété pendant des jours. Elle a expliqué comment la transition avait été plus difficile que prévu. Comment le style de gestion de Strathmore était incompatible avec la culture d'entreprise que nous avions construite ensemble. Comment les changements opérationnels perturbaient les relations avec les clients de longue date. Comment plusieurs employés clés avaient déjà démissionné et d'autres exploraient d'autres opportunités. N'a pas reconnu les contrats de conseil douteux ou la rémunération excessive des dirigeants ou tout autre problème documenté dans les rapports d'audit. Selon sa version des événements, le seul problème était que les nouveaux propriétaires ne comprenaient pas la touche personnelle qui avait fait le succès de Veigro & Company. Le problème, c'est que, dit-elle, sa voix commença à se briser. Nous n'avions pas réalisé à quel point vous manipuliez, combien de choses vous surveilliez. Nous pensions comprendre le métier, mais il s'avère que nous n'en voyons qu'une partie. C'était aussi proche d'un aveu d'erreur que j'étais susceptible d'obtenir de la part de Rena. Pas exactement des excuses, mais une reconnaissance du fait que peut-être, juste peut-être, licencier la personne qui dirigeait réellement l'entreprise n'avait pas été la décision stratégique la plus intelligente. Silu, tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. C'était là. L'accusation que j'attendais. D'une manière ou d'une autre, dans son esprit, vendre ma participation à une société de capital investissement était un acte d'agression plutôt qu'une réponse logique au fait de se faire dire que je n'étais plus recherché. Aller jusqu'où? Ai-je demandé. Tu vois ce que je veux dire? Vendu à Strathmore. Tout détruire nous avons construit ensemble. Tu aurais pu nous parler. Nous aurions pu trouver une solution. J'ai bu une gorgée de mon bourbon et j'ai réfléchi à la manière de réagir. La partie rationnelle de mon cerveau voulait expliquer la séquence d'événements qui avait conduit à ce moment. Comment leur message vocal avait clairement indiqué que la discussion n'était pas une option. Comment ils m'avaient systématiquement exclu des décisions tout en s'attendant à ce que je mette en œuvre leurs décisions. Comment la vente avait été une transaction commerciale et non une vengeance. Mais j'en avais assez d'être rationnel quant à leur irrationalité. Tu as dit que j'étais absent. J'ai répondu simplement, nous ne le voulions pas, tu as dit que je n'étais plus dans l'entreprise familiale. J'ai continué. Vous avez dit que c'était définitif. Vous avez dit que vous me souhaitiez le meilleur. Ce sont vos mots, Rena. Nous pourrions repartir à zéro cette fois-ci. Vous pourriez revenir en tant que partenaire à part entière. Nous avons appris notre leçon. Après 8 ans de construction de la fondation pour laquelle il s'était attribué, après avoir investi près d'1 million de dollars de mon propre argent pour maintenir leur héritage familial à flot, après avoir créé les systèmes et les relations qui leur avaient permis de réussir, ils m'ont offert une voie égale. Toi, Silu. L'entreprise a besoin de vous sans vos systèmes, vos relations, votre façon de tout gérer. Il s'effondre. Les clients partent. Les employés démissionnent. Strathmore parle de restructuration des opérations et d'élimination des licenciements, ce qui signifie qu'ils vont licencier du personnel et réduire les services jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que nous avons construit. Ce que nous avons construit. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, elle en parlait toujours comme s'il s'agissait d'un effort de collaboration. C'est alors que j'ai entendu une autre voix en arrière-plan. Théa disait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui semblait urgent et exigeant. Attendez, a dit Rena, et j'ai pu entendre une conversation étouffée alors qu'elle couvrait le téléphone. Quand elle revint, son ton avait encore changé. Moins implorant, plus exigeant. Théa lui avait apparemment rappelé quelque chose. Écoute, Silu, tu as fait valoir ton point de vue. Vous nous avez montré ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas impliqué. Mais cela est allé assez loin. Vous ne pouvez pas détruire une entreprise familiale parce que vos sentiments ont été blessés. Et elle était là, la vraie Rena, celle qui pensait que renvoyer quelqu'un via la messagerie vocale était acceptable, mais que vendre sa participation était en quelque sorte vindicatif. Mes sentiments ne sont pas blessés, dis-je calmement. Alors pourquoi ne nous aides-tu pas à résoudre ce problème? J'ai fini mon bourbon et posé le verre sur la balustrade du pont, réfléchissant à la manière de mettre fin à cette conversation d'une manière qui rendrait ma position absolument claire. Parce que tu aurais pu me parler, dis-je finalement. Au lieu de cela, vous avez répété un message vocal. 3 jours après cet appel téléphonique, un coursier s'est présenté à ma porte avec une enveloppe qui avait l'air chère.
Du papier crème épais, du papier à en-tête de cabinet d'avocat, le genre de présentation formelle conçue pour vous faire prendre très au sérieux ce qu'il contient. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir, mais voir une demande de dissolution du mariage imprimée dans un langage juridique formel me paraissait toujours surréaliste. Rena était en train de divorcer. Selon les documents, elle faisait état de différences irréconciliables, ce qui était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait dite à propos de notre relation depuis des mois. Mais en lisant le dossier, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à notre mariage. Il s'agissait d'une tentative calculée pour récupérer tout ce qu'elle pouvait des décombres de l'entreprise familiale. La pétition affirmait que ma vente de Veil Gros & Compagnie lui avait causé une grave détresse émotionnelle et une atteinte à sa réputation. Il alléguait que j'avais agi de mauvaise foi en vendant les actifs de l'entreprise sans consulter adéquatement les membres de la famille concernée. De manière très créative, cela suggérait que mes actions avaient été motivées par une animosité personnelle plutôt que par des considérations commerciales légitimes et que la vente devait donc être considérée comme faisant partie de notre différend relatif aux biens matrimoniaux. J'ai dû admirer la créativité juridique même si la logique était complètement à l'envers. D'une manière ou d'une autre, dans la version des événements de Rena, ma réaction au licenciement était devenue le véritable crime, alors que le licenciement lui-même n'était qu'un malentendu mineur entre les membres de la famille. Mais voici ce qui a rendu tout cela particulièrement absurde. Elle demandait également une pension alimentaire pour son conjoint. La femme qui venait de détruire une entreprise multimillionnaire par sa propre incompétence affirmait maintenant qu'elle avait besoin d'une aide financière pour maintenir son style de vie tout en reconstruisant sa carrière et sa réputation. J'ai immédiatement appelé Mara. « Laisse-moi deviner », a-t-elle dit lorsque je lui ai parlé des papiers. Elle affirme que la vente était motivée par des discordes conjugales plutôt que par des raisons commerciales. Comment le saviez-vous? Parce que c'est le seul angle juridique dont elle dispose. Si elle parvient à convaincre un juge que vous avez vendu l'entreprise par méchanceté plutôt que par jugement commercial, elle pourra peut-être faire valoir que le produit devrait être considéré comme un bien matrimonial sujet au partage. Et est-ce que ça marchera? Aucune chance en enfer. Nous disposons de 8 années de documentation montrant que votre participation a été acquise grâce à des investissements commerciaux légitimes. Nous avons le message vocal où elle vous a viré. Nous avons les rapports de diligence raisonnable de Strathmore montrant que la vente était basée sur une juste évaluation marchande. Plus important encore, nous avons le calendrier. Vous ne l'avez pas vendu parce que vous étiez fou de votre mariage. Vous avez vendu parce que vous avez été licencié d'une entreprise que vous possédiez. Mara avait raison, mais le processus devait encore se dérouler. Au cours des 2 mois suivants, je me suis retrouvé à assister à des dépositions au cours desquelles l'avocat de Rena essayait de me dépeindre comme un ex-mari vindicatif, qui avait détruit l'héritage familial de sa femme par fierté blessée. Ils ont fait venir des témoins de moralité qui ont témoigné du dévouement de Rena à préserver la vision commerciale de son grand-père. Ils ont présenté des projections financières montrant combien valait le nom et la réputation de Velgrone avant que je sabote l'entreprise en la vendant à des pillards. Le moment le plus surréaliste est survenu lorsque Théa est venue à la barre pour expliquer comment mon départ soudain et inattendu avait déstabilisé les opérations de l'entreprise. Selon son témoignage, j'avais été une employée appréciée dont les connaissances institutionnelles étaient difficiles à remplacer, mais je n'avais jamais été le moteur du succès de l'entreprise. Ce mérite appartenait au leadership familial qui avait guidé les décisions stratégiques et entretenu les relations avec les clients. L'écouter réécrire l'histoire en temps réel était presque impressionnante. Dans sa version des événements, j'avais été un responsable des opérations compétent dont le départ avait créé des perturbations temporaires, mais rien qui ne puisse être surmonté avec une bonne planification et des ressources adéquates. Le fait que Strathmore ait trouvé des preuves d'irrégularité financière et de pratiques commerciales douteuses n'était qu'une coïncidence, un mauvais timing qui n'avait rien à voir avec les décisions de gestion familiale. Le juge n'y croyait pas. Lorsque Mara a présenté nos preuves, chaque contrat, chaque dossier financier, chaque exemple documenté de mon investissement dans l'entreprise, l'affaire est devenue une leçon de maître sur la différence entre la réalité juridique et un vœu pieux. Le tribunal a statué que non seulement la vente de Veil Gros & Compagnie était tout à fait légitime, mais que les allégations de détresse émotionnelle de Rena étaient minées par le fait qu'elle avait initié le licenciement qui a conduit à la vente. Quant à la pension alimentaire du conjoint, le juge a souligné que puisque Rena avait reçu une compensation substantielle de l'entreprise jusqu'à sa vente, et que cette compensation avait été financée par une entreprise que j'avais bâtie et financée, toute réduction de ses revenus était la conséquence directe de sa propre décision de mettre fin à mon implication. Le divorce a été finalisé un mardi matin dans un palais de justice qui sentait le désinfectant et les rêves brisés.
Rena n'était pas présente. Son avocat a déclaré qu'elle recherchait de nouvelles opportunités commerciales et qu'elle ne pouvait pas être présente. J'ai signé les papiers, serré la main du juge et suis sorti sous le soleil d'Atlanta en tant qu'homme officiellement célibataire. Je n'ai rien gardé de notre vie commune sauf une chose, un mail que Rena m'avait envoyé à 2h47 du matin lors de notre deuxième année de mariage alors que l'entreprise était aux prises avec une crise logistique majeure qui menaçait de nous mettre en faillite. L'email était court. Nous ne pourrions pas survivre à ça sans vous. Merci pour tout ce que vous faites que personne ne voit. Je l'ai gardé pour rappeler qu'elle avait autrefois compris exactement ce que valaient mes contributions. Elle avait juste choisi d'oublier. Une fois le divorce finalisé, j'ai dû trouver quoi faire de tous les restes physiques d'une vie que j'avais passé 8 ans à construire avec quelqu'un qui s'était révélé être un étranger. La maison de Buckhead, celle avec la cuisine parfaite où j'avais préparé ma dernière tasse de café avant que tout ne change, a été attribuée à Rena dans le cadre du règlement. Je ne l'ai pas combattu. Les biens matériels perdent assez rapidement leur sens lorsque vous réalisez que la personne avec qui vous les avez partagés n'a jamais vraiment su qui vous étiez. Le processus de déménagement était étonnamment simple. La plupart de ce que j'avais accumulé pendant notre mariage se répartissait en 2 catégories. Des choses qui n'avaient jamais vraiment compté pour moi et des choses qui comptaient seulement parce que je pensais qu'elles comptaient pour nous. Les meubles coûteux que nous avions choisis ensemble pour des pièces que nous avions à peine utilisées. La collection d'art sur laquelle Rena avait insisté allait prendre de la valeur, mais cela faisait surtout ressembler nos murs à un hall d'hôtel. Les photos de mariage qui semblaient désormais être la documentation d'une performance élaborée plutôt que de véritables moments de bonheur. Je n'en voulais pas. Les livres m'accompagnaient, principalement des titres de commerce et de stratégie qui s'étaient réellement révélés utiles au fil des années. Mon matériel de café, parce qu'un homme a besoin de ses rituels, de mes vêtements, qui ont toujours été simples et pratiques de toute façon. Le reste pourrait rester ou partir. Honnêtement, je m'en fichais. Mais il y avait une chose que je m'assurais de transférer sur mon ordinateur portable avant de remettre l'ordinateur partagé. Cet email de 2h30 du matin lors de notre deuxième année de mariage. Il avait été envoyé pendant ce que nous appelâmes plus tard la crise de Charleston. Une véritable tempête de défaillances de fournisseurs, de retards météorologiques et d'urgences clients qui menaçaient de détruire simultanément 3 contrats majeurs. Pendant 72 heures d'affilée, j'avais coordonné des transporteurs de secours, négocié avec des clients frustrés et essentiellement reconstruit l'ensemble de notre réseau logistique du Sud-Est à la volée pendant que Rena était à une conférence à Miami qu'elle ne pouvait pas quitter plus tôt en raison d'engagements antérieurs envers des partenaires industriels. J'avais résolu la crise, sauvé les contrats et réussi d'une manière ou d'une autre à transformer ce qui aurait dû être un désastre pour l'entreprise en une vitrine de notre résilience opérationnelle. Quand tout fut fini, lorsque le dernier envoi retardé eut été livré et que le dernier client en colère fut redevenu un client satisfait, je m'étais effondré à mon bureau et me suis enfin permis de ressentir l'épuisement que j'avais enduré pendant 3 jours. C'est à ce moment-là que l'email de Rena est arrivé. Nous ne pourrions pas survivre à ça sans vous. Merci pour tout ce que vous faites que personne ne voit. À l'époque, ces mots signifiaient tout pour moi. Il s'agissait de reconnaissance, d'appréciation et de validation. Le tout résumé dans une phrase simple qui m'a dit qu'elle comprenait la portée de ce que j'apportais à notre partenariat, tant professionnel que personnel. C'était la preuve que malgré toutes les présentations publiques et interviews avec les médias où elle était le visage de Veigro & Company, elle savait qui faisait réellement fonctionner la machine. Pendant des années, chaque fois que j'avais des doutes sur mon rôle dans l'entreprise ou sur ma valeur dans la relation, je me souvenais de cet email. Lorsque les réunions du conseil d'administration se déroulaient sans moi, lorsque des décisions stratégiques étaient prises lors de dîners auxquels je n'étais pas invité, lorsque je commençais à me sentir comme l'homme invisible dans ma propre vie, je pensais à ces mots et je me rappelais qu'elle comprenait, même si elle ne le montrait pas toujours. Maintenant, en le relisant dans l'appartement vide que j'avais loué à Virginia Island, ces mêmes mots me semblaient être des preuves dans un autre type d'affaire. Pas une preuve d'amour ou d'appréciation, mais une preuve de conscience calculée. Elle savait exactement ce que je valais pour l'opération. Elle avait précisément compris à quel point leur succès dépendait de mon travail en coulisses. Elle était pleinement consciente du fait que mes contributions étaient invisibles pour tout le monde, mais essentielles à tout ce qu'il construisait, ce qui signifiait que sa décision de me licencier par messagerie vocale n'avait pas été prise par ignorance ou par oubli. Cela avait été réalisé alors qu'elle savait parfaitement ce qu'elle jetait. Cette prise de conscience aurait dû me mettre en colère, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, cela m'a assuré que j'avais fait le bon choix en vendant ma participation. Certaine que j'avais eu raison de refuser ces appels à régler la situation.
certain que s'éloigner avait été la seule réponse qui préservait toute dignité dans une situation où la dignité était devenue une denrée rare. L'email avait désormais un objectif différent de celui qu'il avait pendant notre mariage. Au lieu de me rassurer sur le fait que j'étais valorisé, cela m'a rappelé de ne jamais faire confiance aux paroles privées de quelqu'un lorsque ses actions publiques racontaient une histoire complètement différente. Elle savait ce que je valais. De toute façon, elle avait simplement décidé que j'étais jetable. C'était une leçon qui valait la peine d'être retenue. La cabane à l'extérieur d'Asheville n'avait pas grand-chose à voir de l'extérieur. Observation de cèdre patiné, un simple porche et à peu près aussi loin du manoir Buckhead que possible sans quitter complètement l'état. Mais il y avait deux choses qui comptaient plus que des comptoirs en granit ou des salles de bain en marbre. Silence et espace pour penser clairement. J'avais trouvé cet endroit grâce à un agent immobilier.